Chers amis, bonjour. On se retrouve donc pour notre rendez-vous désormais hebdomadaire de vidéos sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont personne ne parle, non je plaisante, du Covid, des propositions à faire sur la circulation du virus et comment contrer l'épidémie et surtout qu'est-ce que ferait le camp de la France s'il était au pouvoir, parce que vous avez remarqué que le gouvernement navigue un peu à vue. Certes, la situation n'est pas facile, gouverner en ce moment n'est pas facile, mais je pense qu'il y aurait eu une voie pour faire mieux et surtout sortir de la France de cette crise sanitaire qui se transforme de plus en plus en crise économique et sociale. A tout de suite. Comme vous le savez, depuis presque un an maintenant, nous vivons au rythme de l'épidémie du Covid-19. Une année vient de s'écouler, une année de mensonges, de cafouillages, de revirements, de tâtonnements, et bien sûr, le plus terrible, de femmes et d'hommes qui succombent à cette maladie. Maladie dont la létalité globale est, faut-il le rappeler, faible, mais qui est impitoyable pour les plus fragiles. Sur les plus de 74 000 décès du Covid-19 depuis le 1er mars 2020, 92,6% étaient âgés de 65 ans ou plus et 82% de 75 ans et plus. 65% des décès étaient associés à une comorbidité, de l'hypertension artérielle dans 22% des cas, ou une pathologie cardiaque pour 35%. Tous ces chiffres, nous commençons à bien les connaître et les rappeler ne visent évidemment pas à les relativiser. Le Covid-19 est une saloperie pour celles et ceux qui en sont frappés, et surtout par une forme grave. Et si les jeunes meurent peu, ils peuvent être secoués et garder des séquelles pendant plusieurs mois dans les cas de ce qu'on appelle le Covid long. Mais il reste une réalité. Sur près de 11 mois, 0,11% de la population française est morte de cette épidémie. Et comme nous l'avons vu, l'immense majorité de ces 0,11% avaient plus de 75 ans. Cette dernière remarque vous attire immanquablement l'accusation d'un manque d'humanité et d'empathie pour les plus âgés et les plus fragiles. Une telle accusation, chers amis, relève de l'instrumentalisation, pour ne pas dire de la mauvaise foi. Ne sommes-nous en effet pas en guerre, comme le disait le président dans un de ses rares moments de bon sens ? Eh bien, je le dis, en temps de guerre, des gens meurent. Et dans cette guerre-ci, pour une fois, ce ne sont pas les parents qui enterrent leurs fils, mais les enfants qui doivent dire adieu à leurs parents âgés, voire très âgés, plutôt qu'espérés. À ceux qui s'indigneraient d'une telle dureté, je les invite à faire un tour au monument aux morts de leur commune. Combien de jeunes types notre pays a-t-il envoyé se faire décimer en 14-18 pour défendre la patrie ? Combien de jeunes Américains, Britanniques, Canadiens et plus rarement Français ont été fauchés dans la fleur de l'âge en 1944 pour libérer notre pays et plus généralement l'Europe du joug nazi ? Aujourd'hui, et depuis plus d'un an, la France ne meurt pas d'un excès modéré de surmortalité. Elle meurt d'un naufrage économique et social sans précédent. Une baisse de PIB de 8,3% en 2020 contre 5% en moyenne pour l'Union européenne. Une sous-performance qui nous coûte l'équivalent de 55 milliards d'euros. Un déficit public de près de 250 milliards d'euros et une dette publique qui dépasse les 120% du PIB. La tempête parfaite. Comme tous les autres pays, n'est-ce pas ? Et non, plutôt pire que les autres, à l'exception de l'Italie et de l'Espagne. Nous sommes devenus ce que les économistes appellent avec une pointe de mépris un pays du Sud. Une mutation que nous devons à une trentaine d'années de gestion des socialistes, centristes et pseudo-gaullistes, dont une partie s'est réincarnée dans l'escroquerie macroniste. Le premier confinement n'était pas critiquable, car nous vivions un choc sanitaire digne pour nos hôpitaux de ce que fut pour nos armées la percée des Ardennes de mai 1940. Il était donc logique que nous nous repliions afin de nous organiser et de réagir. Les soignants et les Français furent d'ailleurs exemplaires et l'assaut fut largement repoussé. Là, l'ennemi est revenu et cette fois-ci, il fallait l'affronter sans faiblir, avec les armes dont nous disposons, c'est-à-dire les mesures barrières partout et les protocoles de soins dans nos hôpitaux, tout en laissant vivre le pays avec tout de même des restrictions concernant les rassemblements et les teufs, car dans une époque pareille, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Apeuré, il a montré son manque de nerfs dans la crise des Gilets jaunes, le président de la République nous a infligé un deuxième confinement,
Fin novembre, nous apprenions que l'arme absolue, ou presque, était prête, le vaccin. La vitesse de son déploiement devenait la clé de la victoire. On aurait pu penser que l'État se serait totalement mobilisé pour armer le pays. Mais Macron, dans la tradition euro-mondialiste, a choisi une réponse européenne plutôt que française. Boris Johnson, souvent décrit par le camp progressiste comme un bouffon, a fait, lui, le choix du peuple britannique. Résultat, plus de 2 millions de ses concitoyens sont vaccinés, contre un peu plus de 1,5 million chez nous. Alors que nous avons le même nombre d'habitants. La procrastination de la Commission, à qui fut confiée la responsabilité de gérer la négociation avec des laboratoires clairement en position de force dans cette course contre la montre, a non seulement généré d'importants retards, mais également des contrats mal ficelés comme celui d'AstraZeneca, dont on vient de découvrir que les délais de livraison relevaient non pas d'une obligation contractuelle, mais de ce que le monde des affaires appelle les meilleurs efforts, qui sont des termes inscrits noir sur blanc dans le contrat du labo anglo-suédois. Meilleurs efforts, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils peuvent, donc inattaquables. Le choix d'acheter en commun, au niveau européen, n'était pas forcément mauvais. Mais ce sujet ultra-stratégique aurait dû au moins être pris en main par les chefs d'État au sein du Conseil européen avec un pilotage franco-allemand qui, pour le coup, aurait fait du sens. La Commission n'aurait dû être que l'exécution et l'exécutaire d'un ordre clair, les vaccins et vite. L'incurie récurrente de Macron va nous coûter des mois d'angoisse et d'incertitude supplémentaires. Pendant ce temps, le pays vit au ralenti, soumis à des restrictions qui le minent. C'est pour sauver des vies, nous lance-t-on. Des centaines de milliers d'entreprises sont mises à genoux, des millions de vies sont abîmées, voire brisées, nos finances publiques sont pulvérisées par un quoi qu'il en coûte délirant qui hypothèque l'avenir des Français. Mais on nous dit que ce qui compte, c'est de sauver quelques milliers de personnes dont l'immense majorité a déjà largement vécu. Cette position se défend, évidemment, mais en conscience, je ne la défends pas. Moi, président, pour paraphraser François Hollande, je rouvrirai le pays. Je rouvrirai les restaurants, les bars, les salles de sport et de spectacle, les remontées mécaniques, etc., en gardant un couvre-feu à 22 heures. Au lieu de mobiliser les forces de l'ordre à vérifier des attestations à la con, je les utiliserai à vérifier les mesures barrières et les protocoles sanitaires, à verbaliser les contrevenants et à interpeller les récidivistes ou les récalcitrants pour les traduire en justice. Cela provoquerait une montée des contaminations et une grande tension hospitalière, me rétorquera-t-on. Probablement. Et je l'assumerai. Les soignants seraient fortement soutenus. Ils bénéficieraient de primes très importantes pour relever ce défi. On ouvrirait des hôpitaux de campagne avec le concours du service de santé des armées. On achèterait des respirateurs un peu partout. On offrirait des contrats très rémunérateurs à des soignants étrangers venant de pays peu touchés, aidés par des traducteurs, etc. Les hôpitaux sont nos casernes, les soignants sont nos soldats et les vaccins sont nos armes. Il faut que l'État s'investisse et mène cette guerre en tant qu'État-nation. Les frontières avec moi auraient été bouclées depuis longtemps et seuls les mouvements indispensables auraient été tolérés. Le coût serait infiniment moins élevé que ce que nous inflige la politique actuelle. Macron coule le pays pour une raison uniquement politicienne. Il ne lui a en effet pas échappé que son électorat est largement celui des retraités et des cadres. Les premiers ont peur du Covid, et cela se comprend. Les seconds télétravaillent ou vivent d'un chômage partiel généreux et ruineux, mais ça va pour eux. Pour autant, faut-il se lancer dans la désobéissance civile ou brailler des slogans aussi stupides que « les masques ne servent à rien, brûlez-les » ? Non, non et non. La loi, c'est la loi, et quand on est républicain, on ne transige pas avec la loi. Je ne peux pas exiger que des migrants illégaux, qui sont souvent des pauvres types, soient mis dehors car ils ne respectent pas nos lois, et me montrer complaisant avec des gens qui violent des règles au prétexte qu'elles les pénalisent. Ils ont par contre le droit de défiler, de descendre par dizaines de milliers dans la rue pour manifester leur colère et réclamer la fin de cette oppression sanitaire. C'est un droit constitutionnel. On laisse bien des sans-papiers, donc des délinquants de la migration défiler. Il ne manquerait plus que des Français qui souffrent soient interdits de le faire. La France va mal, et de plus en plus mal, car elle est mal gouvernée par des gens qui sont drapés dans le manteau de la compétence. Ils sont effectivement bardés de diplômes et ont des CV longs comme le bras. Mais leur obsession électoraliste
humanistes et européistes, les détachent de ce qui devrait être leur seule préoccupation, l'intérêt supérieur de la France. La revanche des Français contre ceux qui les trahissent tient en un mot, élection. Elles auront lieu dans 15 mois. C'est long, mais c'est le temps de la démocratie à laquelle rien ne peut nous faire renoncer. Nous chasserons Macron et sa clique proprement dans le silence méprisant d'un peuple qui souffre, mais qui garde son indicible dignité. Je vous remercie pour votre attention. Vive la France, vive la République et vive le peuple français. N'oubliez pas, c'est ce que je vous dis chaque semaine, de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être tenu informé de toutes les vidéos qui seront mises en ligne. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous.